Bienvenue sur la TV de Bobby. Aujourd'hui, je reçois comme invité le grand, le boss, l'unique, le mec qui contrôle le terre-terre. J'ai dénommé Mister Tonton Marcel. Bla. Tu sais ou pas? Comment tu vas? Comment tu vas, mon gars? Ah, ça va, ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Et en plus, ce que j'ai aimé, t'es vraiment le maître du terre-terre. Comme on dit, t'as toujours le temps pour les tiens. Et ça m'a fait plaisir parce que si tu veux, c'est une méditation que j'ai eue. Et lors de cette méditation, le sujet c'était Tonton Marcel. Ah, merci, c'est gentil. Et je me suis dit, pourquoi je pense à Tonton Marcel? Et du coup, je t'ai appelé. Et j'ai demandé à Tonton Marcel, est-ce qu'éventuellement ça t'intéresserait? Et j'ai aimé, pourquoi? Parce que ça s'est vraiment un peu passé comme dans ma méditation. Avec amour, avec paix et humilité. Et donc, je me suis lancé dans le sujet et aujourd'hui, je suis avec toi. Et je suis content de te recevoir ici, à domicile. Et alors, ce qu'on va faire, Tonton Marcel, il va se présenter. Parce qu'il y en a beaucoup qui le connaissent dans l'underground, les gens qui suivent beaucoup le rap. Mais ce qui est dommage, c'est que les gens comme lui, on ne les met pas souvent en avant et on n'entend pas souvent parler d'eux. Pourtant, c'est eux qui fabriquent les pépites qu'on aime aujourd'hui. Effectivement, c'est vrai. Voilà. Donc, alors, qui est Tonton Marcel? Tonton Marcel, tout simplement, allez, découvreur de talent, influenceur, acteur grâce à un grand réalisateur qui s'appelle The Grims, qui m'a invité de temps en temps justement dans des petites séries qui s'appellent les petits Yaya, dont j'ai tourné dedans, dont je me suis vu naître justement une carrière d'acteur. Donc grosse force justement à la série Les Petits Yaya et grosse force à The Grims. The Grims, à toi. Voilà, et toute sa bande justement Rimkus, Le Petit Yaya, ainsi de suite. Et comme je te disais, effectivement influenceur, découvreur de talent. Et j'avais à l'époque aussi créé un site de rap qui s'appelait Ndaoud, voilà. Donc voilà, journaliste du terre-terre, voilà, je me promenais à une certaine époque avec une caméra pour aller chercher les nouveaux arrivants dans le rap français. Exact. Alors, dis-moi, à l'époque de Ndaoud, c'est vrai qu'on te voyait beaucoup interviewer des nouveaux artistes, justement, on découvrait souvent des nouveaux artistes à travers toi. Alors, comment est né Ndaoud? Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce truc? Parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Hein, effectivement, Ndaoud est né, en fait, c'est parce que comme je revenais de 4 ans et demi des États-Unis, voilà, et je suis revenu en France, je travaillais dans un restaurant, je ne travaillais pas le soir, ma femme elle travaillait de temps en temps le soir, donc je me retrouvais tout seul. Donc il y a des petits qui sont venus chez moi et qui m'ont dit, ouais, est-ce que tu connais le site de rap Bouscapé? Moi j'ai dit non. Ils m'ont dit, ouais, c'est un mec qui se promène dans les quartiers avec une caméra. Je dis, ah bon? Je dis, alors moi aussi je vais faire la même chose. D'accord. Et c'est comme ça est né Ndaoud en fait, tout simplement. Et donc, ok, parce que moi j'avais pensé, alors mon information elle est erronée du coup. Je pensais que Ndaoud était justement né un peu avant Bouscapé. Non, Bouscapé est né avant Ndaoud. D'accord, d'accord. Et Ndaoud s'est placé et t'as mis vraiment le côté... Ouais, parce qu'en fait le problème, pourquoi beaucoup de gens ont cru que Ndaoud était né avant Bouscapé, c'est Bouscapé effectivement, ils sont tellement plusieurs à aller faire les interviews, mais moi j'étais tellement tout seul. Et j'en faisais tellement, et quand j'en faisais, ça prenait, ça faisait autant de buzz que les gens ont dit, mais putain, mais c'est qui ce mec-là? Et j'ai vraiment attisé de la jalousie, de la haine, mais pas possible. Je comprends pas, souvent, c'est que on dit, alors il y a un groupe de rap, un célèbre groupe de rap qui disait l'union fait la force mais la misère nous divise. Sache que l'union fait la force mais que la misère la divise. C'est bizarre que la misère puisse nous diviser. On devrait justement, étant dans la misère, se donner encore plus la main. Oui, mais pour créer cette union-là. Comment ça se fait que les mecs de l'underground, non seulement un chanteur underground, il n'a pas les moyens de se faire connaître. Du coup, quand il tombe sur un gars comme toi qui arrive à le mettre en lumière, d'où peut naître la jalousie? Je sais pas. J'entends beaucoup de gens, effectivement, quand je fais une chronique par exemple sur Booba, les gens disent, oui, mais tonton, t'es jaloux parce que t'as pas d'argent, parce que Booba, il a plus d'argent. Ou bien j'entends un truc, quand je fais une chronique sur Niska, oui, t'es jaloux parce que lui, il a réussi. Ou ainsi de suite, ce gradient. Mais comment veux-tu que je sois jaloux d'un mec que moi-même j'ai aidé à être au sommet? Voilà. C'est ça que je comprends pas souvent. Alors, est-ce que ces gens-là sont conscients que tu as pu aider, que ça soit du Gradure ou d'autres, du Casqueuse, j'ai entendu beaucoup, tu es derrière tous ces gens-là.
Et nous, on les reçoit, on les écoute à la radio, on est là, on ne sait pas réellement qui fait le truc. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je tenais à ce que toi, tu sois aussi, quelque part, valorisé pour le travail que tu fais. Tu vois, parce qu'indirectement, c'est grâce à toi, quelque part, qui, ayant confiance en ton réseau, ayant confiance en ce qu'ils font, tu leur tiens la main, tu les amènes vers la lumière. Non, mais tu sais, en plus, ce qui me fait mal, ou non, c'est pas, je peux pas dire qu'est-ce qui me fait mal. En fait, moi, beaucoup, ce qui m'étonne, c'est que quand une personne donne de la force à une autre personne, c'est celui qui a plus donné de la force, c'est jamais lui qu'on va valoriser. On va valoriser celui qui vient d'arriver, qui a repris la force qu'on a donnée. Et on va lui dire merci à tel. Et c'est ça qui est moi qui... C'est vrai. Mais peut-être alors dans ce cas-là, c'est à la personne qui devrait reconnaître et remercier toujours ceux qui l'ont permis d'être là. Mais oui. D'où toujours regarder en arrière. Mais c'est l'ingratitude, mais on n'y peut rien. Tu vois, je veux pas... tu connais, nous, comme les gens ils savent pas, le grand public ne savent pas, nous on se connaît pas d'aujourd'hui, tu vois. Non, on a grandi ensemble. Voilà, effectivement, à Évry, City. Voilà. Tu vois, donc aujourd'hui, les gens savent que l'ingratitude fait partie de l'être humain. C'est vrai. Mais il faut leur pardonner. Ouais. Mais le problème, je pense pas que ces gens-là croient en Dieu, parce que s'ils croient en Dieu, jamais... Ils seraient jamais. Non. C'est vrai. Moi, ce qui m'énerve le plus, hein, c'est que quasiment... Allez, 70% des artistes dans le rap français sont tous musulmans. Ah ouais. Tu vois, ils sont tous musulmans, ils jurent tous par Dieu, ils disent tous machallah, tout ça, tout. Mais par contre, quand tu leur donnes un coup de main, il n'y a plus de Allah, il n'y a plus. Il n'y a plus d'Allah. Ça devient, mais moi. Tu vois, et ça, je trouve ça. Mais inadmissible. Donc, je trouve ça inadmissible, et donc arrêtez de nous blaguer que vous êtes des musulmans, parce que, normalement, ce qu'on t'apprend dans la religion, c'est aider les autres. Aider les autres. Mais alors pourquoi quand l'autre il te demande de l'aide, tu ne veux pas l'aider? Ouais, pourquoi? Donc arrête de me dire que tu es un bon musulman, tu es un bon chrétien. Pour moi, c'est du mensonge. J'ai même l'impression encore plus, Marcel, pour t'accompagner, que c'est devenu un effet de mode. C'est comme porter un t-shirt de dire que je suis musulman aujourd'hui. Ça veut dire que pour plaire, il faut être musulman, ou il faut avoir un côté musulman. Pour faire la musique, il faut toujours un peu jurer. Et je rencontre beaucoup de rappeurs qui sont pas musulmans. Pour plaire aux mecs des quartiers, les gens pensent qu'il faut être musulman. Oui. Mais non. Ça veut même dire quoi, un mec de quartier? Soyons concrets. Un mec de quartier veut dire quoi? Mec de cité. Ah. Mec de cité. J'ai dit mec de quartier, j'ai pas dit ghetto. J'ai dit quartier. Tu vois, je vais dire. Parce que en France, ici, il n'y a pas de ghetto. Il n'y a pas de ghetto. Les vrais ghettos, ils sont en Afrique du Sud ou vraiment aux États-Unis. Tu vois ce que je veux dire? Et encore aux États-Unis, on ne peut pas dire vraiment il y a un ghetto. Parce qu'avant que ça soit un ghetto, c'était beau, c'était tout neuf. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, nos quartiers, s'ils deviennent des ghettos, c'est nous-mêmes qui habitons là-bas qui les font devenir des ghettos. Ben, c'est ça. Parce qu'avant, un exemple, regarde chez toi, c'est tout propre. Mais pour que ça devienne sale? Il faut que c'est moi qui... Tout simplement, c'est tout. On est d'accord. On est d'accord. Donc, Marcel, alors, j'ai vu que dans le rap, il y a un phénomène de mode qui dure depuis à peu près une dizaine d'années qui s'appelle les clashs. Ouais. Alors, qu'est-ce que toi tu penses de ça? Tu sais, à une certaine époque, quand j'avais Ndaoud, on m'a beaucoup reproché d'avoir développé le clash. Parce que j'allais voir tel rappeur qui répondait à l'autre, l'autre répondait à un tel. Parce qu'en fait, moi, pourquoi on me reprochait beaucoup? C'est que j'avais une ligne directive et une ligne politique dans mes vidéos, c'est-à-dire, si tu parles mal d'un tel, je ne coupe pas. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est le sans filtre. Voilà. Pas de Snapchat. Voilà, pas de Snapchat, pas de Instagram, pas de Twitter, pas de... T'assumes. Ouais. Donc, quand tu parlais mal, par exemple, allez, je vais filmer The Grims, il parle mal de Bobby. Ben, The Grims, il faut qu'il assume ce qu'il a dit. Voilà. Et moi, je balance. Le soir même, je balance. Le lendemain même, directement. Il y a déjà un problème. Non, mais j'ai remarqué ça à chaque fois. Je me disais, mais quand il balance une vidéo, Marcel, il y a toujours un problème qui arrive derrière. Et du coup, je voyais ça, que ce soit avec les différents rappeurs, j'ai entendu tous les clashs. Oui, il y a eu même avec MC Jean Gabin, il y a eu avec Lorco City, il y a eu avec Kerry James, il y a eu avec, comment ça s'appelle, allez, Morsaille, il y a eu avec, avec Black Vénère, Alpha, Black Vénère, tout le monde, tu vois. Mais le problème, c'est que je ne poussais pas au rappeur à dire des conneries. Mais en fait, c'est que le rappeur, je le mettais tellement à l'aise qu'au final, sa bouche devenait sucrée.
Tu vois? C'est qu'il avait ruminé Voilà. sans tête, parce qu'il oublie même parfois qu'il est devant les caméras. Voilà, je vais dire. Mais après, une fois que c'est balancé, il me dit oh, j'ai dit tout ça. Je dis oui, tu l'as dit. Ils se rendent pas compte, les mecs. Tu vois? Mais entre nous, les rappeurs, honnêtement, c'est pas des gangsters, c'est pas des voyous. Non, c'est des chanteurs, c'est des artistes, quoi. Là, non, tu sais, il y a un moment, il faut casser ce mythe-là en disant le rappeur n'est pas gangster. Il faut casser ce mythe-là. Parce qu'un rappeur est aussi gangster. Pourquoi? Parce qu'avant d'être rappeur, il fait partie d'un quartier. Dans un quartier, il y a des mecs chauds. Et ils ont vendu de la drogue, ils ont tiré sur les gens. Après, ils se sont vus naître une nouvelle activité en eux, c'est d'être rappeur. Tu vois? Mais il ne faut pas dire que dans les rappeurs, il n'y a pas de mecs chauds. Regarde, nous, regarde un exemple. Toi, tu as grandi à Évry de Greny Corbeil. Oui. Regarde, tous les rappeurs de Évry de Greny Corbeil, ils faisaient partie du game. Ils faisaient partie du game. C'était tous des shows. Ils ont tous tiré, ils ont tous fait la prison. Je vais dire, donc on ne peut pas dire qu'à Évry, il n'y a pas de gangsters là-bas. Je vais dire, donc il y avait des histoires de meurtre, de tout ça, tout. Aujourd'hui, tous ces mecs sont devenus des rappeurs. C'est vrai. Je vais dire, regarde, un exemple, un mec comme Patrice Carteron, que les mecs ils critiquent constamment. Avant d'être boxeur, Patrice Carteron, c'est un vrai mec de la rue quand même. Tu vois, je vais dire, moi j'ai grandi à Grigny, je connais tout ça. À l'époque, on fréquentait et tout. Il cognait déjà des petits, il cognait déjà de base. Mais oui, c'est la street, tu vois, je vais dire, c'est la rue. Donc que les mecs, peut-être que eux dans leurs autres départements, je sais pas, mais moi dans mon département, je sais que la plupart de mes rappeurs c'est des gangsters. Oui. Donc voilà. Oui. C'était même, avant d'être rappé, c'était gangster. Mais bien sûr. Et on pourrait même dire qu'ils se cachaient dans le rap pour passer un peu. Effectivement, tu vois, je vais dire un truc. Souvent, les gens ils comprennent pas un truc. C'est que même souvent un gangster, devant ses amis, il est gangster, mais à la maison, il est amour. Tu vois, je vais dire, il est amour, c'est-à-dire que il se dit, mais putain, il regarde le mec il rappe, après il commence aussi à faire la même chose. Tu vois, mais maintenant, par peur qu'on dise, oh putain, tu fais comme les filles. Quand il sort dehors, il redevient gangster. Tu vois, je vais dire, après quand il rentre à la maison, ces vrais trucs ressortent, tu vois, je vais dire. C'est vrai qu'à Évry, à l'époque, quand il y avait le rap, le clan style, les cas par cas, il y avait les masses, tout ça. On faisait souvent des spectacles. Les DGC, tous ces mecs-là, voilà. Les DC's, tout ça, donc ça. Holkenry, tout ça. Donc il y avait souvent des scènes, il y avait des grosses scènes à Évry quand même. Il y avait des grosses scènes, mais quand tu chantais de la R&B, moi je sais qu'à l'époque j'approchais un peu de la R&B, on me disait, toi tu fais des trucs des meufs toi. Mais tu étais obligé de confirmer dans la rue. Du coup, les mecs, ils voyaient plus cette image. C'est vrai, je te rejoins. Alors, les rappeurs de province par exemple, qui n'ont pas grandi dans cette zone un peu agitée, est-ce qu'on pourrait les crédibiliser en tant que rappeurs? Est-ce qu'il, notamment, je pense à des mecs comme ils s'appellent. Il y a deux là, Flo et Oli. Big Flo et Oli, ouais. Mais bon, moi, ils me font. Quand je les regarde, j'ai l'impression de regarder Grand Corps Malade, tu vois. Tu sais, sais, le sens où. Bobby, tu t'abordes un sujet très important. Tu sais, Big Flo et Oli, ils sont peut-être pas des gangsters. Ils sont peut-être nés avec une cuillère en argent. Nous, on ne sait pas s'ils sont nés avec une cuillère en argent ou pas. Oui, on peut pas. Ouais. Qui ne rêverait pas d'être né avec une cuillère en argent? Aujourd'hui, on n'y est pas. Même hier. Voilà. Et j'en suis sûr, les mecs, ils maîtrisent le rap encore mieux qu'un mec qui est né. Donc ça veut dire qu'il faut être né dans un ghetto pour que le rap t'appartienne? C'est l'impression qu'on a aujourd'hui. Eh ben non. Le rap aujourd'hui, c'est une musique. Ouais. On veut que... Regarde, pourquoi pas? Deux fois, je me coupe moi-même la parole. Le rap est une musique. Nos rappeurs veulent que notre musique, le rap, soit considéré comme une musique comme toutes les autres. Mais alors, si vous voulez qu'on soit considéré comme une musique comme toutes les autres, ça veut dire que tous les autres peuvent aussi pratiquer la musique. On est d'accord. Voilà, alors donc, mais ça reste quand même toujours fermé. Non, pourquoi ça reste fermé? Parce qu'on a toujours l'impression que c'est une musique qui doit forcément venir du ghetto, du quartier, des gens défavorisés, tout ça, tout. Eh ben non, Big Flo et Oli, c'est un bel exemple. Orelsan, c'est un bel exemple. Et j'en oublie d'autres qui sont des bels exemples aussi. Et au contraire, quand tu regardes bien, regarde. PNL, par exemple. C'est un bon exemple. PNL, oui, c'est un bon exemple. Ils viennent des Tarterets quand même, tu vois. Moi, Ademo, je connais bien avant qu'il soit PNL, tu vois, je veux dire. Et aussi,
d'autres artistes que j'oublie leur nom, c'est des bels exemples. Et je reviens encore à Big Flo Oli et Orelsan. Regarde, c'est des mecs qui maîtrisent exemplairement bien la langue de Molière, qui maîtrisent, qui écrivent, et comment s'appelle, et qui rappent, qui kick, tu vois ce que je veux dire, et qui sont pas là forcément à parler qu'ils vendent tous les jours de la drogue en bas, tout ça, tout. Ils sont pas là à dire fils de pute, connard, nique ta mère, tu vois ce que je veux dire. Quelle est cette différence? Ça veut dire que moi, nous, par exemple, moi j'écoute pas Big Flo Oli ou Orelsan, mais si j'écoute Big Flo Oli ou Orelsan dans ma voiture, je serais content parce que il n'y a pas de gros mots pour mes enfants. Alors que si j'écoute comment ça s'appelle, des exemples que je peux citer sans forcément que ce soit un clash, d'autres rappeurs qui sont du ghetto, mais en un texte, tu vas entendre au moins 6 gros mots. Ouais. Et quand deux fois je rentre à la maison, j'écoute mes enfants, ils répètent les mêmes choses. Et je dis, oh, qu'est-ce qu'on fait? Ils me disent, mais il y a le rappeur là qui l'a dit, donc c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? Donc, indirectement, nos enfants, nos rappeurs, éduquent nos enfants sans le savoir. Ça me rappelle une scène que tu as tournée avec le petit Yaya d'ailleurs. Il te disait, mais Tonton, tu pousses des artistes qui disent des gros. Ouais, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que. Alors, quelle est cette difficulté qu'ils ont, les rappeurs, on va dire, des zones urbaines, à faire du texte, du bon texte, à parler d'amour, à revendiquer l'amour? Parce que j'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas compte quand même qu'ils sont acteurs de la société dans laquelle ils vivent, donc ils créent aussi cette société négative. Non, je suis d'accord avec toi, mais pourquoi je dis non, c'est que tu es rappeur de 17 ans, allez, de 16 ans, 14 ans, jusqu'à 26 ans. Donc, entre ce laps de temps-là, c'est que tu es encore autorisé peut-être à dire quelques gros mots. Après 26 ans, tout ce que tu vas dire, et si tu dis des gros mots, tu ne seras pas considéré comme mature. Oui. Mais après, à 26 ans, tu seras considéré comme mature. Oui. Mais je pense qu'à 26 ans, ou 25, 26, 27, 28, 29, tu ne dis plus de gros mots. Donc tu vas écrire des textes. Tu es censé ne plus dire de gros mots. Voilà, tu es censé plus dire. Donc tu vas dire des textes, mais des vrais lyrics. Oui. Des vrais trucs, tu vois, je veux dire. D'où l'évolution de Kerry James, tu vois. Kerry James, quand il était un peu plus jeune, tu as vu ses textes, ils étaient vraiment hardcore. Mais quand même, quand il était à l'époque dans son groupe, là, alors c'est pas Ideal, ouais. C'est Ideal G. Ouais, Ideal G, après ma à l'époque où il faisait les petits plateaux télé, parce que quand même, il faisait partie des premiers rappeurs qui faisaient des plateaux télé. Énergie 12 et autres, on se rend pas compte. Mais il a depuis. Et à l'époque, il faisait quand il rappelait comme ça, là. Mais il disait pas des gros mots. Les gros mots sont venus longtemps après. Non, c'est-à-dire, non, il disait pas des gros mots, mais il était déjà assez hardcore. Il était hardcore, tu vois. Donc, il y en a qui étaient hardcore, mais sans dire des gros mots. Aujourd'hui, les mecs, on leur dit, le mot hardcore, pour eux, ça signifie gros mot aujourd'hui, tu vois. Ils comprennent pas. Ouais, ils comprennent pas le sens des trucs. Mais... Alors, est-ce que c'est pas les anciens qui ont mal transmis cet art-là? Si, nos anciens ont très mal transmis. Parce que, il y a un truc que moi... Et si aujourd'hui, écoute bien, si aujourd'hui le rap est mal géré, c'est parce que nos anciens, nos grands anciens de rap là, eux-mêmes, ils n'ont pas su comment ça s'appelle... rendre ça en... transformer ça, quoi. Voilà. Développer le marché. Ils n'ont pas su comment ça s'appelle. Les mecs comme toi, moi je vois les mecs comme toi, je vois les mecs, les NTM à l'époque, les Akhenaton, tous ces vieux qui sont là, qui ont quand même qui ont fait en sorte que le rap rentre dans certaines radios et autres. Comment se fait-il que c'est pas eux aujourd'hui, c'est pas vous qui êtes à la tête des maisons de disques? Oui, mais parce que ces mecs-là, peut-être qu'ils ne voulaient pas être à la tête de maisons de disques. Eux, ce qui les arrangeait, c'était de faire leur oseille, c'est tout. D'accord, ouais. C'est l'argent. Eux, c'était de faire leur oseille. Ils n'avaient pas envie d'être assis dans un bureau. Pourtant tous ces mecs-là, ils ont eu chacun un label. Hein. Ils ont eu chacun un label. Passil a eu son label. Comment ça s'appelle? Stomy a eu son label. Gynéco, il a eu aussi. Oui, Gynéco, je pense qu'il a eu son label. Il y a IAM, ils ont eu leur label. IAM, c'est eux qui produisaient à un moment la FF, qui produisait, comment ça s'appelle, les psychiatres de la rime, tu vois. Mais ils ont eu des problèmes hein, aussi, en l'occurrence, là-dedans. Apparemment, il y a eu beaucoup d'histoires. Oui, mais ça, bref, c'est leur business. Ouais, ça, c'est leur business. Moi, ce que je te dis, c'est que, en tout cas, ils ont eu leur label, tu vois. Maintenant, après, il y a eu... Je sais pas s'ils n'ont pas fait des labels deals avec des grosses maisons de disques, tout ça, tout, mais maintenant, ils ont mal géré ça. C'est pour ça, aujourd'hui, nos rappeurs, ils partent en couille, tu vois. Parce qu'ils n'ont pas su... apporter. C'est pas comme aux États-Unis où il y a un gros label, il y a un syndicat de label qui dit tiens, celui-là c'est aujourd'hui, c'est celui-là qui marche aujourd'hui, tout le monde fait des features avec lui, tu vois.
D'accord. Mais est-ce que aussi quelque part, moi je vois qu'aux États-Unis, les Américains en l'occurrence, les rappeurs américains, la majorité sont des chanteurs déjà. Ça veut dire que la majorité savent jouer un instrument, savent chanter, mais chanter quoi, en tant que tel. Et ici en France, j'ai l'impression que le rappeur, il se dit, un rappeur ne doit pas savoir chanter, un rappeur ne doit pas savoir jouer une guitare ou un piano, et il se cantonne seulement à écrire du texte. Tu sais pourquoi? Regarde, moi pour avoir vécu un peu aux États-Unis, il y a un truc important que les gens ne savent pas. Pourquoi aux États-Unis, même les rappeurs, ils savent chanter? Tu sais pourquoi? Non, dis-moi. Parce que c'est des gros croyants. D'accord, ils croient en Dieu d'abord. Oui, c'est des gros croyants. C'est-à-dire que les mecs, même si c'est des gros gangsters, ils peuvent tuer quelqu'un, buter quelqu'un, vendre de la drogue, les dimanches, il va prier. Il va à l'église. D'accord. Et quand il va à l'église, il va même chanter avec le pasteur. D'accord. C'est ça que les gens ne savent pas.